Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous avais dit que je vous parlerai du TL081, l'amplificateur opérationnel que vous avez utilisé en travaux pratiques au premier semestre, qui se présente sous le forme d'un petit boîtier noir comme ça à 8 pattes. Voilà, en fait, bon, vous voyez peut-être pas bien, mais dans les 8 pattes, en fait, il y en a plusieurs qui sont non connectés. Voilà, mais on repère l'entrée moins, l'entrée plus, les pattes 2 et 3 et la sortie patte 6. Et nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est savoir ce qu'il y a comme circuit à l'intérieur. Et alors on va regarder cette première chose qui s'appelle ici le schéma simplifié. Alors on va faire un petit zoom dessus. Voilà, je fais un gros zoom. Voilà. Et là on a le schéma simplifié de l'engin. Et alors dans ce schéma simplifié, qu'est-ce que... il n'y a pas grand chose, mais il y a déjà pas mal de complexité. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va repérer? La sortie, ça c'est VS, bon ça sort pas très bien, mais on va appeler ça VS. L'entrée, la plus d'alimentation qui est le plus 12 volts, le moins 12 volts qui est là, l'alimentation négative, et les deux entrées VE+, et VE- sont là. Donc ça c'est VE+, c'est l'entrée plus, et ça c'est l'entrée moins. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a à y avoir différent par rapport au circuit qu'on a vu? Le circuit qu'on a vu, je ne les ai pas ici, hein, mais en gros on avait des générateurs de courant qui étaient reliés au moins 12 volts, qui aspiraient des courants constants. Ici, la logique est un peu renversée, c'est-à-dire que les générateurs de courant ils sont là, et en fait ils sont reliés au plus 12 volts, et ils vont laisser couler un courant constant. Voilà, donc tout est un peu inversé dans ce transistor, et ça c'est des générateurs de courant, et celui-là, eh c'est typiquement celui qui va alimenter l'étage différentiel. Alors, il va fournir le fameux courant I0, c'est le courant qui est ici, c'est le I0, dont on avait parlé précédemment. Et ici on a un étage différentiel qui est un peu différent de ce qu'on avait dans les circuits. On a ces transistors qui sont un peu particuliers. Alors ces transistors là, ce sont des transistors à effet de champ à jonction canal P. C'est-à-dire que ce ne pas des transistors bipolaires, c'est des dont je ne vous ai pas encore parlé, mais je vais vous en parler un petit peu ici. Alors pourquoi il y a cela? Ça pourrait être des transistors, ils se représentent comme ça. Alors celui-là, c'est un canal P, donc il a la flèche qui saute comme ça. Voilà. Et en fait, ce transistor-là, eh bien, c'est grosso modo équivalent à un transistor PNP, comme ça, qui aurait une résistance dynamique importante, donc je me rajoute une résistance ici, entre émetteur et base, voilà, et qui en plus aurait un gain infini. Ça veut dire quoi que le gain est infini? Ça veut dire que le courant qui va sortir par la base ici, eh bien, il sera égal à 0. Donc voilà, les transistors à effet de champ, en fait, ils ont des commandes en tension qui font que les courants sur leur électrode de commande, il est nul ou quasi nul. En fait, il est en picoampères. C'est du genre, c'est de l'ordre de grandeur du courant qu'on a en inverse dans une diode quand normalement il est bloqué. Donc c'est vraiment très très faible. Voilà, donc là, vous pourriez imaginer qu'il y a des transistors PNP, comme celui-là, un là, et ça fait une paire différentielle qui est inversée par rapport à celle qu'on a vue où elle était faite avec des transistors NPN et le générateur de courant qui était en bas. Là, maintenant le générateur de courant est en haut et le courant coule. Et selon les écarts de tension qu'il y a sur ces deux électrodes, eh bien ce courant il peut soit se répartir en deux s'il y a la même tension, et s'il n'y a pas d'écart, s'il n'y a pas les mêmes potentiels, eh bien il va préférer aller en plus grande partie vers le transistor dont le potentiel d'entrée est le plus bas. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'ici on va avoir un courant et deux courants ici, bien, qui sont à la base, ils sont égaux à I0 sur 2, c'est les deux courants. Si il y a égalité des potentiels d'entrée ici, donc là aussi, je vais le mettre, je vais avoir peu de place pour le mettre, mais je vais l'écrire là, I0 sur 2. Et puis ensuite, il va se rajouter quelque chose qui dépend de la différence de potentiel. Alors là, ce qui se passe, c'est que si je mets ce potentiel-là supérieur à celui-là, c'est-à-dire que je mets un epsilon positif, ça va faire circuler plus de courant dans cette branche. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui est de la forme plus epsilon sur... alors il y a des résistances dynamiques de ces transistors qui vont intervenir et qui va faire sur 2 RD. Donc là ça sera un plus, puisque epsilon c'est VE plus moins VE moins. Et ici ça sera la même chose mais inversée, c'est-à-dire qu'on aura moins epsilon sur 2 RD. Voilà. Donc en fait on a un étage différentiel analogue à celui qu'on a étudié précédemment. Voilà. Alors avant de rentrer là-dedans, on va regarder un peu ce qu'il y a sur la sortie. Ici on a un générateur de courant donc qui fournit, je sais pas, alors on ne peut pas le savoir,
Mettons que ce soit 1 milliampère. Mais c'est pour savoir de quoi on parle, mais c'est peut-être complètement autre chose. En fait, j'ai pas moyen de le savoir, j'ai pas de valeur de composant, donc j'ai pas trop de moyens de le savoir. En tous les cas, ce milliampère va traverser les deux diodes, ça va les polariser. Il y aura donc 0,6 volts et 0,6 volts qui vont compenser les 0,6 volts de VBE des transistors. Et donc vous avez un push-pull ici, réputé sans distorsion de croisement. Vous retrouvez un push-pull. Voilà. La tension sortie VS, elle peut s'entendre, à la limite, on s'en moque, hein, normalement c'est par rapport à un 0 volt d'alimentation. Voilà, mais ce 0 volt, hein, pareil, si on le compare à l'alimentation, on se réfère à l'alimentation négative d'ici, mais en fait, ici il y a la tension d'alimentation ajoutée qui est 12 volts. Voilà. Et là, c'est un peu différent. Vous voyez qu'il y a un condensateur ici qui va réaliser l'intégration, ou on va s'arranger pour en fait injecter dans ce condensateur, et bien, comme je vous ai dit, un courant qui est proportionnel à epsilon, pour que la vitesse de variation de la tension à ces bornes soit proportionnelle à epsilon, puisque c'est l'objectif qu'on a dans un amplificateur opérationnel. Voilà. Alors, déjà, c'est ça, et puis ce qu'il faut comprendre, c'est déjà que VS, ça va être, le VS qui est ici, ça va être la même chose que UC à une constante près. Alors pour comprendre pourquoi c'est une constante près, il y a plusieurs choses à comprendre. Hein. On voit que le 12 volts, là c'est une constante, le VS, ça c'est VS, ensuite plus 0,6, moins 0,6 ou moins 1,2 puisqu'on traverse deux diodes. Là c'est des constantes, il n'y a pas de souci, les 1 milliampère traversent les deux diodes. Et en fait, je vous avais dit, le condensateur il est bien relié là, mais il faut qu'il soit de l'autre côté relié à un potentiel constant. Donc ce potentiel est-il constant? Voilà, c'est ça la question. En fait, on voit qu'il l'est parce qu'en bas on a le moins 12 volts qui est constant. Et si ce transistor fonctionne en régime linéaire, eh bien la tension à ces bornes, ici c'est 0,6 volts. Et donc le potentiel ici, là, eh bien c'est moins 12 plus 0,6, c'est-à-dire que ça va être le potentiel ici, moins 11,4 volts, égal à une constante. Voilà, ça ne bouge pas. Donc le condensateur est bien relié à un potentiel constant. Et donc il n'y a plus qu'à vérifier que le courant dans le condensateur est bien proportionnel à epsilon. Voilà, c'est-à-dire que là, en fait, on pourrait écrire que VS égale UC plus une constante. Donc UC, c'est la tension bande du condensateur. Je vais la flécher, voilà. On flèche comme ça. UC. Et donc, quand on dérive, on obtient que dVS sur dt est égal à DUC sur dt. Voilà. Alors maintenant, on va regarder comment on s'arrange pour que le courant dans le condensateur soit proportionnel à epsilon. Et là, ça va être très, très facile. Bon, j'effacerai là si j'ai manque de place. Ça va être très facile si vous reconnaissez ce circuit-là. Parce que ce circuit-là, en fait, on l'a étudié. Dans cette version-là, exactement, il y a un courant ici qui alimente ici, qui fait une tension. Et en gros, la tension bande de cette résistance est répliquée sur cette résistance. Internalimètre, ça veut dire que ces résistances sont étudiées par vraiment la même valeur, toutes les deux. Et du coup, comme elles ont la même valeur, ça c'est un miroir de courant, avec un gain de 1. C'est-à-dire qu'en gros, le courant qui aspire ici par ce transistor, eh bien, il est égal au courant qui circule ici. C'est-à-dire qu'il vaut I0 sur 2 plus epsilon sur 2RD. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Ce courant, on a envie de flécher comme ça. Mais en fait, voilà. On flèche comme ça. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Là, j'ai I0 sur 2 moins epsilon sur 2RD. Voilà. Et si en fait, le courant qui est là, c'est celui-là, moins celui-là. Je fais la différence des deux expressions. Et ici, j'obtiens moins epsilon sur 2 RD. Bon. Et en fait, c'est là que je m'aperçois que finalement, pour éviter d'avoir un signe moins ici, allez, on va le faire comme ça, on va le flécher à l'envers, ce courant. Et comme ça, j'ai un plus. Voilà. Donc quand epsilon est positif, ça veut dire que j'aspire du courant, quand epsilon est négatif, j'en fournis. Voilà. Et ensuite, comment ça fonctionne, ce transistor-là, comment il fonctionne, ce circuit-là? Alors j'efface un petit peu, les tensions on a vu que, bon, ici c'est un potentiel fixe, mais surtout, en fait, ce transistor, on verra dans le schéma final, c'est un super transistor, c'est-à-dire qu'il a un gain bêta absolument colossal. Et du coup, le courant de base est du genre 10 000 fois plus petit que celui qui est ici. C'est-à-dire que le courant de base, là, il est hyper négligeable, c'est-à-dire qu'on considère qu'il vaut 0. Et s'il vaut 0, il n'y a pas le choix, tout le courant qui est aspiré là, comme il ne vient pas de la base, eh bien, il est obligé d'arriver par le condensateur. Voilà. Donc ça, ce courant, on va l'appeler ID pour I différentiel, et bien on retrouve ID ici. Voilà. Et il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre choix que ça.
Alors c'est sous réserve de... Le courant nul, c'est quand on fait tendre le gain de ce transistor vers l'infini, mais bon, c'est une très bonne approximation. Et donc, eh bien, on s'aperçoit que le ID, ben, c'est proportionnel à epsilon, donc c'est exactement ce qu'on voulait. Et donc, on va obtenir que DUC sur DT, ben, c'est ID sur C, et ID sur C, eh bien, c'est égal avec ce que j'ai dit. Alors, je me suis trompé, c'est pas sur 2RD, pardon, hein, puisque j'ai deux fois epsilon sur 2RD, comme ça, et le 2 sur le 2 se simplifie. Et ça nous fait donc IC égale epsilon sur RC. Donc on obtient bien, je recule dvs sur dt, que le dvs sur dt va être proportionnel à epsilon. Et ce qui est assez puissant dans ce circuit-là, c'est que cette relation va être vraie, même s'il y a des courants de base ici non négligeables par rapport aux milliampères qui circulent je dirais, au repos ici. C'est la magie d'avoir mis le condensateur de cette manière-là sur ce transistor qui a alimenté cette fois, cette entrée de ce circuit qui se fait en courant. Voilà. C'est-à-dire que ici même, alors ce qu'il faut c'est que le courant de base reste inférieur, dans les bases reste globalement, enfin surtout celui-là, il faut qu'il reste inférieur à 1 milliampère. Sinon, sinon c'est pas possible que ce transistor puisse conduire. Il faudrait qu'il y ait du courant suffisamment, il faudrait du courant qui remonte par les diodes là. Mais voilà, avec ce système-là, eh bien, même si le courant ici, je ne sais pas moi, il est l'ordre de 0,3 mA ou même 0,5 mA, eh bien, ça ne perturbe absolument pas le fonctionnement de ce circuit qui garantit que la vitesse de variation du potentiel ici est vraiment fonction de epsilon et seulement de epsilon et pas des courants qui circulent dans les bases des transistors. Donc ce montage est plus subtil que celui qu'on a vu précédemment. Il est un peu plus performant. Alors là, vous avez le circuit simplifié, hein, et maintenant on va jeter un œil au circuit non simplifié. Et vous allez voir qu'il y a un peu plus de monde. Alors je prends les devants un petit peu. Là on va voir que c'est un peu plus compliqué, on n'aura pas des diodes mais des transistors, comme je vous l'avais dit. Ici il y aura des résistances pour éviter l'emballement thermique des transistors. Les générateurs de courant ici, on va voir qu'ils sont faits par des sources de courant passives. Ça on va les retrouver tels que. Ce transistor il sera remplacé par l'équivalent d'un Darlington pour qu'il ait un gain plus élevé. Et cette source ce miroir de courant, il sera fait, alors on regardera, mais eux d'avoir une diode, ici ils ont mis un transistor qui va conduire entre base et émetteur, et puis c'est un petit peu plus subtil. Voilà. Bon, je fais une petite coupure, j'efface le tableau, et on regarde ce que ça donne. Voilà, donc on part du schéma simplifié, et maintenant je vais dézoomer un peu, et on va aller un peu plus bas dans la doc, et ici on a le circuit complet. Alors est-ce que je peux zoomer? On va zoomer au max. Alors comme je vous l'avais dit, c'est un petit peu plus compliqué. Alors qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? On retrouve bien le plus 12 volts ici, le moins 12 volts ici. On retrouve l'entrée plus et l'entrée moins. Les transistors à effet de champ, mais qui fonctionnent comme des transistors PNP. Alors, le générateur de courant qui alimente tout ça, et bien en fait, c'est ce transistor-là, qui est monté en miroir de courant. Ce miroir de courant, eh bien, il réplique ici un courant qui vaut I0. Et ce courant I0, eh bien, il va être fonction du courant qui est aspiré ici par ce transistor. Voilà, et vous avez ce transistor ici qui est monté en diode. C'est-à-dire qu'en fait, si on pourrait débrancher ici, ça ferait pareil. Et ce transistor, il a sa diode interne qui est de l'émetteur vers la base, comme ça, qui conduit comme ça. Et puis cette diode, elle a une petite résistance interne, pas de souci. Et donc en fait, eh bien, si je remplace ça et puis qu'ici je vois une diode, et la résistance ici, eh bien j'obtiens résistance diode, et qui pilote l'entrée du transistor avec résistance et transistor. Et bien ça, c'est ce qu'on a appelé un miroir de courant. Alors je pense que c'est un miroir de courant qui abaisse le courant, parce que le courant ici doit être assez faible, mais bon, avec les valeurs des composants, on n'a pas trop moyen de savoir ce que ça vaut. On n'a pas trop moyen, voilà. C'est comme ça. J'en profite au passage pour dire ici que ce transistor, pareil, si je lui mets sa résistance interne, eh bien là c'est pareil, il est monté en miroir de courant. En fait, ce système-là pilote les deux transistors ici, et donc ça fait donc le courant qui va dégouler ici, là, eh bien il va être proportionnel à ce courant. Alors, je pense même qu'ils sont égaux, ceux-là. On va l'appeler IREF, celui-là. Celui-là, ça sera IREF. Voilà.
Parce que, pourquoi je vois ça? Parce que, en fait, les deux transistors fonctionnent avec leur résistance dynamique. Ils sont sûrement fabriqués dans le circuit intégré pour être vraiment rigoureusement identiques et fournir le même courant. Bon, c'est une hypothèse. Ensuite, en circuit intégré, même on arrive à faire des transistors sans mettre de résistance, là. Quand on est très précis, en réglant la surface de la jonction, la P qui correspond à l'émetteur, si on met une surface P 2 fois plus petite sur ce transistor que sur celui-là, le courant ici sera 2 fois plus petit que celui-là, ou 2 fois plus gros si on fait l'inverse. On peut faire des choses assez intéressantes en électronique intégrée. Donc là, ça nous fait nos deux générateurs de courant. Bon. Qu'est-ce qu'on essaye de décrypter qui était dans le schéma précédent? Non, on va finir ça. Ce courant, j'ai dit que c'est un courant de référence. Pourquoi? Parce que ce transistor est monté lui aussi en générateur de courant. Parce qu'ici, vous voyez une diode Zener. Donc une diode Zener, ça veut dire qu'ici, vous avez une tension de référence qui vaut, je ne sais pas quoi, la valeur d'un Zener. Mettons 6 volts. Généralement, c'est des 6,8 volts. Les Zener les plus performantes, c'est des 6,8 volts. Mettons. Mais je ne sais pas, j'ai pas l'info. Et puis, donc ça marche comme on a vu. Hein. Ici, vous avez 6,8 volts. Ici, donc, la même chose, moins 0,6 volts de VBE. Donc il y a 6,2 volts divisé par 8200 ohms ici. Là, ça donne le courant, ça donne le IRF. On peut même... ah oui, mais si c'est 6,8 watts, je ne vais pas le calculer, ça ne sert à rien. Enfin, ça donnera un ordre de grandeur. Mettons que ça soit vraiment le 6,8 volts, j'ai dit qu'il faut faire 6,2 divisé par 8200. Voilà. Et moi, j'obtiens que ça fait 0,75 mA. Voilà. Donc si c'était, voilà, mettons, si c'était 6,8 volts, ici, j'ai 0,75 mA. Voilà. Et sans doute j'ai le même ici, et ici le même amplitude, puisqu'il y a une résistance qui a été rajoutée. Voilà, on peut voir ça comme ça. Il y a cette chose-là, la diode ici, elle alimente, alors elle doit être polarisée, il faut qu'elle soit traversée par un courant pour qu'il y ait 6,8 volts, et bien la polarisation se fait par alors ça c'est un transistor à effet de champ, un JFET quoi, un transistor à effet de champ à jonction, et quand il est monté comme ça, vous êtes obligé de me faire confiance, il est monté en générateur de courant passif. C'est-à-dire que le courant qui est ici, eh bien, il est quasiment indépendant de la tension qu'on met entre là et là. Enfin, dès que les tensions dépassent 2-3 volts. Voilà. Donc, voilà, donc on obtient une très bonne référence de tension ici, parce que non seulement on a une diode Zener, mais en plus elle est alimentée par un courant qui est constant ou quasi constant. Voilà. Très performant tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on repère? La sortie, ah oui, j'avais pas mis la sortie ici, VS, out, vous aviez repéré. Et bien VS, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort d'un push-pull, donc les deux transistors de push-pull, ils sont là, hein. Il y a le NPN et le PNP, vous voyez qu'il y a les résistances de stabilisation thermique. Ici, alors il y a une résistance de 128 ohms, alors je pense que l'ampli-up fonctionnerait mieux s'il n'y était pas, mais l'avantage d'en avoir mis une, c'est que si quelqu'un fait un court-circuit de la sortie de l'ampli-up sur une alim ou sur le 0 volt, etc., et bien cette résistance de 128 ohms va limiter le courant et protéger l'amplificateur opérationnel. Alors, je pense qu'elle sert à ça. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? On a le push-pull, et le push-pull doit être compensé, les 0,6 volts du push-pull doivent être compensés par des diodes polarisées ici. Et les diodes polarisées, comme je vous l'avais dit, c'est des transistors. Alors, pour comprendre un peu, vous débranchez les collecteurs, on va dire qu'ils ne servent à rien, et en fait, vous avez une jonction base émetteur comme ça, voilà, un 0,6 volts comme ça, quand on part d'ici, on va perdre 0,6 volts là, et ensuite, quand on descend ici, on repère 0,6 volts là. Donc 0,6 plus 0,6 égale 1,2 volts, ça compense les 2 fois 0,6 volts des deux transistors ici. Donc on retrouve ça dans la structure. Qu'est-ce qu'il faut voir? Alors, cette chose-là, tout ça, là, c'est le fameux miroir de courant. Voilà. Donc vous preniez vos repères. On avait dit que ici c'était I0 sur 2 moins epsilon sur 2RD. Ici c'est I0 sur 2 plus epsilon sur 2RD. Alors, on retrouve tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans ce circuit. Donc ici on a le miroir courant. Alors en gros, le potentiel ici il est le même pour la base de ce transistor et la base de ce transistor. Du coup on retranche 0,6 volts ici et 0,6 volts ici, on voit que les potentiels sur ces deux résistances sont égaux. Donc si c'est les mêmes potentiels là, ça fait la même tension de chacune des résistances. Les deux résistances ont la même valeur, font 1080 ohms, et donc le courant qui passe dans chacune d'entre elles, les deux courants sont égaux. Et le courant, voilà, et le potentiel ici, eh bien en fait, après il y a une petite astuce, bon, je ne vais pas détailler, mais en gros, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la tension ici, moins 0,6 volts, moins 0,6 volts. Voilà.
En gros, c'est comme si, au lieu d'avoir mis un système ici équivalent à une diode et une résistance, c'est comme s'ils avaient mis deux diodes comme ça et une résistance. Voilà. Entre ce point-là, voilà, et puis ce transistor, il est relié ici. Donc en fait, la tension entre la base et le moins 12, là, eh bien, c'est bien celle qu'on a au bord d'une diode plus de la résistance. Bon, ce transistor il conduit là, alors du coup le courant finalement qui arrive ici, hein, qui maintient le potentiel ici, en fait au lieu de venir directement cette branche, donc c'est un transistor qui est relié au plus 12 hein, qui amplifie, et bien en fait la plupart du courant vient ici et seulement 1/100 du courant va venir de là. Voilà. Donc en fait finalement le courant qui a, voilà, l'astuce c'est que le courant qui alimente tout ça, il vient même pas du courant qui coule de cette branche, il vient principalement de l'alimentation. Bon, c'est des petites subtilités. Le courant ici c'est le même que celui-là, donc j'ai pas trop la place de l'écrire, mais c'est, si elle est en écrit, c'est I0 sur 2 moins epsilon sur 2RB. Et puis ici, eh bien, celui qui est injecté, alors non pas dans la base du transistor, vous voyez les transistors, je dis qu'il y a un Darlington, ben ça c'est à peu près l'équivalent d'un Darlington. C'est-à-dire pour que ce soit un Darlington, il faudra déconnecter ici et brancher celui-là là. En fait, le fait de ne pas le brancher là, c'est encore mieux que si c'était un Darlington. On relie au plus 12 volts, donc il a tout ce qu'il faut pour conduire. Voilà. Et en fait, donc ces deux transistors qui peuvent être considérés comme un gros transistor de gain très élevé, eh bien, comme ils ont un gain très élevé, c'est que le courant ici dans la base, il vaut à peu près 0. Et donc, ici, alors là, la diode là, elle est bloquée, hein, vous me faites confiance, enfin, elle est bloquée parce que le potentiel ici est très bas, ici c'est le potentiel de sortie, il est très bas, il est très proche du moins 12 volts, et ici c'est la tension d'alimentation, de sortie, pardon, à peu près, hein, ce potentiel-là, à 0,6 volts près. Lui, il est plutôt assez au-dessus de la tension d'alimentation, donc le potentiel ici est supérieur ici, la diode est bloquée. Donc si elle est bloquée, bah, le courant vaut 0, voilà, donc le courant ici vaut 0, ou dans l'autre sens, peu importe. C'est 0 de toute façon. Et donc en fait, eh bien, toute la différence de courant ici, elle n'a pas d'autre choix que de venir du condensateur. Voilà. Et donc dans le condensateur, on voit que ici on aspire epsilon sur. Ah, je crois que je me suis trompé, in plus, moins. Ouais, pardon, je me suis trompé, là c'est plus. Et ici c'est moins. Voilà. Et donc en fait, le courant qui est dans le condensateur, eh bien, il y a epsilon sur 2R qui arrive, qui aspire d'ici, puis il y a un déficit de epsilon sur 2R, donc il vaut 2 epsilon sur 2R. Voilà. Donc les deux se simplifient, hein, c'est pas la peine de les garder, et on obtient effectivement que le courant dans le condensateur est proportionnel à epsilon, donc que le UC, ici, eh bien, va avoir une vitesse de variation qui est proportionnelle à epsilon. Exactement ce qu'il faut pour un ampli-op. Voilà, il suffit juste de vérifier que ce condensateur est relié à un potentiel constant. Ben, en fait, oui, parce que ce potentiel là, c'est pour y aller, on traverse deux jonctions. Voilà, la tension borne de cette résistance, on va la considérer comme négligeable. Et donc, dans ce cas-là, on voit que le potentiel ici, c'est 1,2 volts au-dessus du moins 12 volts, qui est un potentiel fixe. Eh bien, me voilà à peu près arrivé au bout de ce que je voulais vous dire sur les amplificateurs opérationnels et leur structure interne. Donc finalement, au final, on s'aperçoit que on a un schéma qui peut paraître bougrement compliqué au départ, et en fait, si on sait bien localiser les différentes parties, les différents morceaux, en sous-ensemble simple, eh bien, ce genre de schéma peut devenir complètement limpide et parfaitement compréhensible, même en première lecture, hein, quand on a l'œil exercé.